Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire, d'émotions et d'informations. Pour ce 10e épisode, j'ai voulu rendre hommage à ma maman. En ce week-end de fête des mères, je me suis dit que donner la parole aux femmes de sa génération était une évidence. J'ai aussi perdu mes 2 grands-mères très récemment et j'ai regretté ne jamais les avoir interrogées sur leur maternité. Une de mes grand-mères a eu 6 enfants, je suis sûre qu'elle aurait eu des choses à me raconter. J'ai donc pris le temps de poser des questions à ma mère, celles qu'on n'ose pas toujours poser, par pudeur ou par peur, et finalement c'est salutaire de leur donner la parole, pour elles, pour nous, pour voir le chemin parcouru depuis 30 ans. Partager son histoire, c'est courageux, pas évident, mais pour moi c'est nécessaire. Alors comment nos mères ont-elles vécu la matrescence ? La réponse est émouvante et parfois très drôle. Bonne écoute. Merci maman de m'accueillir chez toi et de me laisser t'interviewer. Je voulais le faire parce que c'est la fête des mères ce week-end et je me suis dit que c'était important d'avoir dans ce podcast le vécu de la génération de nos parents, parce que je pense qu'on n'a pas le même, et donc tu vas pouvoir me raconter. Est-ce que tu connaissais le mot la matrescence ? Oh, bien sûr que non. C'est quelque chose que je n'imaginais pas et je ne pensais pas que ça existait. Non, je trouve ce terme très intéressant. Et je suis ravie qu'il soit un petit peu connu maintenant. Et quand je t'en ai parlé de ce mot, qu'est-ce que ça t'a évoqué par rapport à toi ? Eh bien, en fait, moi, je n'ai pas du tout vécu ma grossesse comme toi, tu me l'as raconté, comme je l'ai vu. Et tout d'un coup, ça m'a ouvert sur des souvenirs de périodes postpartum, par exemple, que je n'avais pas du tout analysé et que je suis maintenant un peu plus à même de comprendre. Et tu as des exemples ? Eh ben, effectivement, par exemple, nous, on nous disait qu'on aurait un baby blues, mais on ne nous expliquait pas pourquoi. On nous disait c'est comme ça, et puis il y en a qui n'en ont pas d'ailleurs. Et en fait, là, je comprends mieux tout ce qui est de la chimie du corps. Et tout ça avant, on n'en parlait jamais, même d'ailleurs pendant la grossesse, mais alors encore plus en postpartum. Et tu as ressenti ce fort changement d'identité que moi, par exemple, j'ai ressenti à ta première grossesse avec moi ? Alors, pas au moment de la grossesse, je pense. Non, au moment, je veux dire, quand je suis née. Voilà. Après la naissance, effectivement, il y a quelque chose de très, très fort qui se transforme. Dans le corps évidemment et puis dans l'esprit aussi, ça je l'ai ressenti, oui. Alors tu fais partie d'une génération post-68 où vous avez acquis plein de droits à cette époque et où vous travaillez, contrairement souvent à vos mères. Et donc quand ta génération, vous êtes tombée enceinte, vous avez des enfants, vous avez déjà été isolés en fait. Il n'y avait pas les mères autour, vous n'étiez pas en communauté parce que vous travailliez à ce moment-là. Ça se passait comment dans les années 80 ? Alors oui, effectivement, moi j'étais donc à Paris, je n'avais pas de famille autour de moi et je dois dire que c'est assez paniquant. C'est quelque chose qu'on a du mal à gérer.
Donc en plus, on n'avait pas de sage-femme qui venait nous voir après la naissance. Et bon, une petite anecdote que je raconte souvent, parce qu'elle est plutôt rigolote finalement, c'est que quand je suis rentrée de la maternité avec toi, j'étais toute seule à la maison. Et j'avais eu une césarienne, donc j'étais restée quand même presque une semaine à l'hôpital, chouchoutée un peu. Je ne m'occupais pas trop de tout. Et là, finalement, arrivée à la maison, tout est inversé. Et puis, je t'ai donné le sein. Et puis, je t'ai allongée pour te changer. Et là, tu as tout revomi comme un grand jet, comme un grand geyser. Et là, panique à bord. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment, vraiment paniquée. Je t'ai attrapée, je t'ai posée par terre en me disant, au moins, elle ne tombera pas. Et puis, j'ai couru vers la salle de séjour, vers le téléphone. On n'avait pas de portable à l'époque. Et je voulais appeler les pompiers parce que je voulais que quelqu'un m'aide. Et puis, heureusement, il y avait une grande distance entre la chambre et le salon. Et avant d'arriver au téléphone, je me suis dit, non, stop. On arrête de paniquer. Et donc, je suis retournée dans la chambre où tu étais en train de gazouiller. Il n'y avait aucun souci. Mais ça montre quand même cette histoire, je sais que tu me l'as souvent racontée, à quel point vous aviez zéro information, vous n'étiez pas entouré. Non. Et tu faisais comment quand tu savais pas quoi faire avec moi ? Alors, moi, j'avais quand même lu pas mal de bouquins. J'avais la Bible, qui, à l'époque, était... comment elle s'appelait ? Père nous. Père nous. Voilà. La Père nous, je pense que ça a été notre Bible, toute cette génération-là. On la suivait à la virgule, quoi. C'était vraiment très, très, très important. Et puis moi, j'avais lu pas mal de bouquins quand même qui m'éclairaient sur le quotidien, hein, pas sur le profond. J'ai lu quand même quelques bouquins comme Tout se joue avant 6 ans, des Américains surtout beaucoup, des Français, il n'y en avait pas tellement qui avaient écrit. Donc ça m'aidait quand même pas mal. Je me souviens d'ailleurs que pour les repas, on disait qu'il fallait du vert, du rouge, du jaune, qu'il fallait des petits morceaux et puis de la purée. Et puis, alors, j'étais très scrupuleuse, je suivais ça vraiment à la lettre. Donc, tu as eu ta première grossesse en 88, enfin 87-88. Qu'est-ce qu'on vous disait Il y avait des prépas à l'accouchement à l'époque ? Il y avait une préparation à l'accouchement. Où j'imagine le père n'était pas inclus. J'ai pas souvenir d'avoir vu des hommes. Non. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'on était quand même en post-68, et il y avait quand même beaucoup d'hommes qui avaient pris conscience de l'intérêt pour eux d'être des vrais papas. Mais je pense que c'était pas encore dans les mœurs. Et donc à la prépa à l'accouchement, est-ce que on vous a un peu préparé ? Est-ce que tu parlais, on vous a dit le baby blues ? Qu'est-ce qu'on vous raconte de l'après grossesse, une fois que l'accouchement est passé ? Ah ben en fait, à la préparation à l'accouchement, ça s'arrête à l'accouchement. D'accord. Il n'y avait rien derrière. Sauf cette idée qu'il y avait un baby blues, mais il n'y avait aucune information sur le pourquoi, le comment, le que faire, etc. Et alors, encore plus parce que tu as eu une césarienne et que normalement, quand il y a des césariennes, on demande de rester allongé, juste pour pouvoir reprendre ses forces et que la cicatrisation se fasse. Tu avais des instructions par rapport à ça, le fait que tu devais te reposer ? Tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que moi, à la préparation à l'accouchement, par exemple, il y avait une séance sur la césarienne. Je n'y suis même pas allée. Il était hors de question pour moi que j'accouche autrement que par voie basse. Ça ne me venait même pas à l'idée. Et donc, après la césarienne, moi, on m'avait gardé une semaine à l'hôpital et on m'avait dit surtout, il faut bouger. Il ne faut pas rester allongé, il faut continuer à bouger. Et on habitait dans Paris, dans un immeuble avec 7 étages. J'ai monté les 7 étages à pied parce que l'ascenseur était en panne. Je crois qu'on dit ça, il faut lever les mamans tout de suite, mais c'est plus porter des choses lourdes. Ah oui, c'était ça surtout. Voilà, ça, il fallait pas trop le faire. Mais quand tu es toute seule... Le bébé, on le porte forcément. Moi, j'ai allaité, donc... mais on se pose pas de questions. Il faut faire, on fait. Et est-ce qu'à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de texto, tu appelais ta maman ou est-ce que tu appelais ta sœur qui avait déjà eu des enfants ? Qu'est-ce que... Non, je crois que je n'ai pas souvenir d'avoir eu
En tout cas, pas ma maman, parce que nos rapports faisaient que j'avais pas trop confiance en elle sur ce terrain-là. Et ma sœur était loin, à Marseille. Non, j'ai pas souvenir d'avoir... je me suis débrouillée toute seule, en grande partie. Et est-ce que tu avais la sensation, c'est loin, je sais, mais est-ce que tu avais envie d'avoir une communauté de femmes où tu pouvais échanger et tu t'es sentie isolée parce que tu l'avais pas? Je pense que j'aurais adoré. Je pense que... Alors, j'avais rencontré une jeune femme comme moi à la maternité, pas à la maternité, si, à la maternité et à la préparation à l'accouchement. Et donc, toutes les deux, on essayait de s'épauler un peu quand même. On se téléphonait un peu, on se voyait pas beaucoup, mais on se téléphonait un petit peu pour s'épauler. Moi, j'avais accouché quelques jours avant elle, donc je lui avais raconté. Et ça faisait du bien. C'est quelque chose qui devrait être mis en place systématiquement, je pense. On sait aujourd'hui que la façon dont on accouche, ça a un impact sur la relation après avec son bébé ou ce qu'on peut ressentir de soi-même. Tu as eu une césarienne d'urgence pour moi. Ouais. Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Est-ce que ça t'a perturbé de ne pas avoir un accouchement par voie basse? Comment est-ce que... Non, sur le moment, j'ai bien compris que c'était une question importante pour qu'il ne t'arrive rien. Donc ça, on m'a bien expliqué assez rapidement, je dois dire, hein, parce que quand on m'a mis de l'oxygène pour respirer pendant le travail, et moi, je trouvais que je respirais très bien, donc j'enlevais l'oxygène, et il a fallu qu'on m'explique que c'était pas pour moi, mais pour toi, pour le bébé qui était dans le ventre. Et je n'ai pas eu de sentiment de culpabilité d'avoir accouché par césarienne, parce que je craignais beaucoup la césarienne, mais dans son aspect médical. C'est-à-dire, j'avais peur d'entendre le scalpel électrique et tout ça. En fait, ça n'a pas été du tout. C'était très doux. J'ai souvenir d'une atmosphère très douce, très bienveillante. Et dès que tu es sortie, ils ont baissé le drap qui sépare le haut du corps du bas du corps. Et je t'ai vue et ils t'ont posé sur moi. Et donc, ça a été comme si j'avais accouché par voie basse. Donc, je n'ai pas du tout eu ce sentiment-là. D'accord. Non, mais tant mieux. Oui, j'aurais pu, mais non, ça n'a pas été le cas. À ton époque, donc je disais, évidemment, tu travailles. Tu as le droit à combien? C'est quoi les congés à l'époque? Comment ça se passe pour les femmes? Je crois que c'était 12 semaines plus le mois, je ne sais plus comment il s'appelle, le mois médical, je ne me souviens pas du terme. Et moi, en plus, j'ai pris du congé sans solde. Ouais, sans solde. Aujourd'hui, c'est congé parental. Alors, il y a le congé parental, effectivement, donc c'est les 12 semaines plus le mois. Ah non, mais aujourd'hui, ça s'appelle le congé maternité, mais quand tu veux rester à la maison avec ton enfant plus longtemps pour l'entreprise, on appelle ça le congé parental. Oui, j'ai eu un congé parental. D'accord. Effectivement. De combien de temps? Toi, je t'ai gardé jusqu'au mars, jusqu'à août, jusqu'à septembre. Donc 6 mois? Oui, aussi 7 mois, oui. Et t'avais anticipé ou c'est au moment où je suis née où tu t'es dit Non, j'avais prévu. T'avais prévu? J'avais prévu, oui. C'était mal vu à l'époque? Comment est-ce que ça se passait? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question centrale, la maternité dans la carrière. Dans l'entreprise où je travaillais, ça n'était pas mal vu. C'était assez courant et on était assez nombreux pour que ça se passe bien. Est-ce que tu as eu peur pour ta carrière? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment de plan de carrière. J'étais très heureuse de travailler là où je travaillais. J'adorais le boulot que je faisais. Ça me suffisait. Et puis, par la suite, ça s'est bien passé parce que j'ai pu travailler à temps partiel. Donc, vraiment, non, c'était parfait. C'était sans problème pour moi. Il n'y avait pas de pénalité. Oui, parce que tu dis que tu n'avais pas de plan de carrière, mais tu n'as pas ressenti une pénalité parce que tu as commencé à avoir des enfants? Alors, à un moment donné, j'ai senti une pénalité, mais ce n'était pas vraiment parce que j'étais mère, c'était aussi parce que j'étais femme. C'est-à-dire que je travaillais dans un service qui avait beaucoup à voir avec le sport. Et à l'époque, le sport, c'était les hommes. Hein. Il y avait très peu d'intérêt pour le sport féminin. Et on était 3 femmes à travailler dans ce service-là. On faisait très bien notre travail. Hein. Et puis, on a embauché un homme. Et là, toutes les relations se sont complètement transformées avec le service des sports
pour lequel on travaillait, ils ont commencé à ne s'adresser qu'à l'homme qui était avec nous. Et donc là, ça a été un petit peu compliqué, parce qu'il a fallu qu'on tape un peu sur la table et qu'on dise que même si on était des femmes, on avait fait le travail jusque-là, on pouvait continuer. Donc c'est pas totalement lié à la maternité, mais au fait d'être femme. Donc il n'y avait pas, peut-être aujourd'hui, on parle vraiment, selon les chiffres, que la différence de salaire, l'arrêt de carrière intervient pour les femmes au moment de la maternité. Aujourd'hui, la différence avec un homme, elle vient vraiment à ce moment-là. Toi, à ton époque, c'était pas un sujet de discussion ? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Il y avait des syndicats assez forts dans la société où je travaillais, qui travaillaient là-dessus depuis de longues années, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait... Alors peut-être dans certaines catégories professionnelles. Moi, je parle même de tes amis, autres que dans l'entreprise où tu étais. Est-ce que généralement, à l'époque, dans les années fin 80, c'était... quelle place ça avait, la maternité, par rapport à la carrière ? Je pense que pour beaucoup de femmes qui avaient des plans de carrière et c'était normal, ça a dû être un peu compliqué. Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Mais effectivement, pour beaucoup de femmes qui souhaitaient être beaucoup plus insérées dans le milieu du travail, ça a dû être compliqué, oui. À l'époque, tu l'as dit, quand tu es rentrée à la maison, tu étais toute seule, papa il était reparti travailler. Oui. Il y avait quoi, 3 jours, quelque chose comme ça ? Oui. 3 jours. Comment vous parliez entre vous de l'implication du père, justement? On est post-68, ces hommes-là n'ont pas forcément eu des pères présents ou qui s'occupaient des bébés ou petits, ou ils n'ont pas eu de père pour notre papa, par exemple, pour mon papa. Comment est-ce que vous discutiez de ça à l'époque? Eh bien, en fait, moi, j'avais vécu 2 expériences au Québec qui m'avaient beaucoup marqué sur l'enfant et qui m'avaient permis de découvrir que l'enfant est une personne. C'est le titre d'un livre, je crois aussi. Mais moi, j'en ai fait l'expérience directe. Pour très, très rapidement, l'anecdote est la suivante. J'étais en voyage avec mon amoureux. Et puis, on avait été hébergés dans une famille anglophone, une famille assez riche, avec une belle maison, une piscine, etc. Et on parlait beaucoup, et cette famille avait 2 enfants, dont un petit qui avait 3 ans, je crois. Et la maman nous avait expliqué que pour l'anniversaire des 2 ans de son enfant, le cadeau d'anniversaire, ça avait été de lui apprendre à faire son petit déjeuner tout seul. Et moi, ça m'avait... complètement bouleversée. Encore maintenant, quand j'en parle, c'est difficile de ne pas être émue. Et ça m'avait vraiment beaucoup marquée et ouvert un horizon nouveau sur la relation des parents avec les enfants. Ouh là là. Donc ça, c'était la première expérience. Et puis la deuxième, on était dans une auberge de jeunesse. Et puis on devait faire 3 jours de canoë sur une rivière. Et on devait partir avec d'autres personnes, et notamment un papa qui était là avec sa fille de 12 ans. Et sa fille était un petit peu malade. Et on avait une réunion pour décider de ce qu'on allait faire pendant ces 3 jours. Et ce papa-là, il s'est adressé à sa fille devant tout le monde en lui disant, voilà, si tu viens avec nous, ça va entraîner telle et telle et telle chose. Et si tu décides de ne pas venir, voilà aussi ce que ça va. Pardon. Et voilà, si tu décides de ne pas venir, voilà ce que ça va entraîner. Mais en tout cas, la décision t'appartient. Et là, encore une fois, pour moi, ça avait été... Alors, j'avais eu des lectures, comme je disais tout à l'heure, Tout se joue avant 6 ans de Brazelton, et puis d'autres auteurs qui m'avaient beaucoup marqué. Et puis aussi, j'avais commencé des études de psycho quelques années auparavant. Et c'était l'époque où René Zazot avait sorti son livre... On retrouvera le nom.
On le cherchera. L'attachement. Avait sorti le livre L'attachement. Et ça m'avait beaucoup marqué aussi parce que c'était une première étude sur la relation mère-enfant, un peu moins père, mais en tout cas, c'était une étude très intéressante et encore une fois qui ouvrait des horizons incroyables. Et donc, c'est ça que toi, tu voulais pour nous élever? Et donc voilà, moi, je me suis dit, quand j'aurai des enfants, eh ben, c'est comme ça que je veux les élever. Je veux qu'ils apprennent à être autonomes. Je veux qu'ils soient toujours dans la bienveillance. Ça, c'était très, très important, la bienveillance. Je ne veux pas, quand ils vont être à l'école, leur dire qu'ils ont des mauvaises notes et que c'est des mauvais enfants, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à en parler avec celui qui était mon compagnon et qui allait devenir le père de mes 2 filles. Et j'ai commencé à expliquer tout ça. Et il s'est trouvé que lui est d'une famille où on adore les enfants. Les enfants sont vraiment les bienvenus tout le temps. Et donc, ça a bien pris, la sauce a bien prise et on a été sur la même longueur d'onde la plupart du temps. Oui, sur ça en tout cas. Mais moi, ma question, c'est que c'était pas dans les mœurs. Enfin, même encore aujourd'hui, les pères, ils ont que 11 jours après la naissance. Et on sait que la maman, dans ces moments-là, elle est toute seule, elle est démunie, elle sait pas mieux faire qu'un père parce qu'on n'a pas un gène en plus, mais on apprend, on est obligé. Vous, ta génération, vous saviez, le père, il serait pas là au début. Oui. Ça gênait personne. Enfin, vous en parliez. Est-ce que aujourd'hui, on demande un congé paternité qui soit plus long et les pères le revendiquent aussi quelque part. À ton époque, même pour papa, ça paraissait normal? Ouais. Je crois que c'était encore trop tôt pour que les hommes aient conscience de l'importance qu'ils ont pour le petit enfant, pour le bébé. Oui, il se trouve que ton père, il adore les bébés, donc on a passé pratiquement 9-10 mois à 4 pattes avec toi par terre, quoi. Mais quand même, tu t'es retrouvée toute seule. Mais les 3/4 parce du temps... Parce qu'il travaillait, c'est pas contre lui, c'était comme ça. Non, bien sûr. Et puis la femme, elle doit assumer beaucoup de choses aussi. Tout ce qui est l'entretien de la maison, puisque c'est elle qui est à la maison, la préparation des repas, etc. C'est la charge mentale. C'est la fameuse charge mentale dont on a appris l'existence il y a peu. C'est bien, vous, votre génération, vous apprenez avec du recul sur ah oui, c'est tout ce que vous avez. Intéressant d'ailleurs. Parce que pour moi, votre génération, comparée à celle de mamie, de ta mère, la plupart de ces femmes-là ne travaillaient pas. Donc, elles n'avaient pas à gérer une carrière à côté, elles n'avaient pas à gérer les transports en commun, l'angoisse de ne pas être là à la sortie de l'école. Enfin, voilà, il y avait quand même... et elles étaient peut-être plus entre elles parce que, justement, elles ne travaillaient pas. Donc, il fallait bien s'occuper aussi la journée quand les enfants ne sont pas là. Vous êtes la première génération à avoir travaillé et en même temps assumer une carrière. Et c'est ce que disait Anémone, ce qui est ressorti de ses interviews à son décès, qu'elle disait que c'était la première génération sacrifiée parce qu'il fallait tous taper, parce que les hommes, ils faisaient rien à la maison, parce qu'ils n'étaient pas encore cette génération qui avait pris conscience, et que du coup c'était une expérience très difficile pour les mères, parce que vous étiez complètement abandonnées et un peu déchirées en deux, quoi. Oui. T'as ce sentiment-là ? Oui, et puis en même temps un sentiment un peu moche d'être obligé de faire ça sans vraiment le vouloir, quoi. Je pense qu'on aurait préféré partager les choses davantage. Et donc, ça entraînait quelquefois un sentiment un peu revanchard, de dire bon, mais moi je fais tout. C'est du plaisir jusqu'à une certaine limite. Après, ça devient une contrainte imposée. Voilà. Et donc, ça se ressent sur ta relation avec ton bébé, tu crois, à ce moment-là, ou non ça... Moi, je ne pense pas, non, que ça... Pour moi, on va dire que peut-être je pensais à ce que l'enfant est un enfant roi, mais c'est pas ça. C'est pas... L'enfant roi, c'est une erreur de dire ça. Mais j'avais vraiment dans l'idée qu'il fallait toujours être bienveillant avec son enfant, quels que soient ses propres problèmes à soi. Il faut vraiment séparer les choses. Alors, moi, j'ai de la chance parce que tu m'as élevée comme ça. Donc, c'est dans mon ADN quelque part. Mon cerveau, il s'est fabriqué avec comment toi et papa, vous avez été bienveillants avec nous dans nos premières années, comment vous nous avez donné de l'autonomie, de la confiance, vraiment beaucoup de confiance.
toi, t'as peut-être pas eu cette éducation-là avec papy et mamie. Voilà. Donc, j'imagine... Je vois que des fois, c'est difficile avec un enfant qui a la patience, la fatigue. Mais moi, j'ai ça en moi, donc je suis zen et je suis apaisée. Comment est-ce que toi, t'as arrivé à gérer, sachant que t'as pas été élevée comme ça? Eh bien, en fait, à un moment donné, on fait le bilan de comment on a été élevé et est-ce qu'on veut reproduire consciemment, parce qu'on reproduit inconsciemment, c'est certain, ou est-ce qu'on veut faire évoluer les choses, ou est-ce qu'on veut que ça avance. Et je pense que dans la mesure où l'idée principale, c'était l'acquisition de l'autonomie et la bienveillance, C'était naturel. Enfin, du coup, ça te paraissait... Oui, ça me paraissait naturel d'agir comme ça. Et puis, il s'est trouvé aussi que quand vous étiez petite, on a rencontré une autre famille d'origine belge qui était sur la même longueur d'onde avec 4 enfants élevés de la même manière, avec cette fameuse bienveillance et puis... l'autonomie, on était très autonome. Voilà, c'est ça. Et puis, on avait confiance en vous a priori. Moi, c'est ça aussi que je me suis dit. Je me suis dit, mais il n'y a aucune raison que je n'ai pas confiance dans mes enfants. Si je n'ai pas confiance dans mes enfants, c'est que moi, j'agis mal. Les enfants, forcément, il faut avoir confiance. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que j'ai été élevée par toi. Et 2 ans après, tu as eu ma petite sœur, Eva. J'ai failli dire Ella, mais c'est ma fille, Eva. On a 26 mois d'écart à peu près. Là, de ce que tu m'as raconté, pour moi, tu as eu des violences obstétricales à l'accouchement, parce qu'on t'a laissé... Oui, ce dont je n'ai pas été consciente à l'époque. Mais maintenant, je sais. C'est vrai. Et comment est-ce que tu l'as vécu, cet accouchement ? C'était pas une césarienne, non ? T'as eu une voix basse. Non, alors je ne savais pas si j'aurais une césarienne à nouveau. On ne savait pas, puisque à l'époque, on n'était pas capable de dire si j'aurais une deuxième césarienne. Il s'est trouvé que non, que j'ai accouché par voie basse, sans péridurale, puisque dans cet hôpital à Pontoise, pour ne pas le nommer, on ne faisait pas la péridurale. Et moi, j'ai vécu ça dramatiquement. Ça a été un déchirement dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je n'ai senti que la douleur. Je me souviens avoir hurlé « Laissez-moi mourir » tellement je souffrais. Et donc quand le bébé est sorti, on l'a mis sur mon ventre. Au moins, il y avait déjà ce pot à pot à l'époque qui existait. Mais je n'étais pas en état de vraiment apprécier. Oui, t'as pas pu avoir la connexion qu'on peut avoir tout de suite. Moi, je l'ai pas eu non plus avec elle, j'avais trop mal. Voilà, souvent, quand il y a trop de douleur... C'est ça, la douleur avait tellement détruit tout. Et puis vraiment, ce sentiment de déchirement, c'est terrible ce sentiment-là. Parce que à la fois, c'est psychologique et c'est réel, c'est physique. Et donc, il m'a fallu quelques minutes pour récupérer et pour vraiment pouvoir apprécier d'avoir ce deuxième bébé. Et puis... Ce que je n'avais pas eu au moment de la césarienne. Mais c'est une deuxième naissance quand même, où tu es seule, dans le sens où papa, il peut pas être là parce que la première, c'est une césarienne et à ce moment-là, les pères sont pas acceptés. Ça dépend les maternités, mais là, non. Et là, il s'occupe de moi. Donc, tu es seule 2 fois dans un accouchement. Et je me suis vraiment sentie seule en plus face à l'équipe médicale. J'ai pas le sentiment d'avoir eu une équipe médicale bienveillante, puisque c'est le terme de la journée. À ton égard? Non, du tout. Ouais, parce qu'on le sait, les naissances naturelles, comme on dit, quand il n'y a pas de péridurale, il faut être vachement entouré parce que c'est très mental, il y a des phases, il faut connaître... En fait, il faut être préparé à ça. Et oui. Et avant, je pense que les femmes il n'y avait pas de péridurale, elles étaient préparées, elles étaient entre elles. Celles qui avaient déjà accouché, elles expliquaient comment ça allait se passer. On laissait pas seule une femme accoucher, ni allongée dans un lit. Ouais. Et moi, j'étais seule dans une pièce sans lumière. Et je ne savais pas du tout ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. Et puis, il y a une personne qui est rentrée dans la chambre où j'étais, enfin dans la salle où j'étais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je lui ai dit, mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et elle m'a dit, mais je vais regarder. Et là, elle m'a dit, oulala, la tête est engagée. Donc, vite, on va s'occuper de vous. Mais elle ne serait pas rentrée à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Et est-ce que
pour un deuxième bébé, tu t'es sentie moins déboussolée, moins seule. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ah oui. Je pense que l'expérience du premier bébé reste forte. Et oui, moi, j'avais toujours été persuadée toute ma vie avant d'avoir des enfants qu'on élève les enfants de la même manière. Je me disais, mais on les élève de la même manière, pourquoi est-ce qu'ils sont si différents ? Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que pas du tout. On n'élève pas du tout, à mon sens, les enfants de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que le premier, on est très, très attentif, on a du temps. On a du temps. Et puis, c'est le premier, donc on est très curieux de voir comment il évolue, comment ça fonctionne. Et puis bon, on t'a entouré à tel point que tu marchais à 10 mois, que tu parlais très, très tôt. Vraiment, tu as fait beaucoup de progrès très rapidement, parce que tu étais très entourée et sollicitée. Et pour Eva, ça a été différent, parce qu'on savait déjà comment ça allait évoluer, comment ça se passait. Et du coup, elle, on l'a peut-être laissée davantage se débrouiller toute seule. C'est-à-dire qu'elle avait sa grande sœur. Et puis, on a été, je pense, on a été moins sur elle, à essayer de la faire avancer, de la stimuler. De la faire marcher, de la stimuler. Mais elle s'est auto-stimulée, du coup, et elle s'est stimulée avec toi. Mais je trouve que c'est deux manières différentes d'élever un enfant. Et donc, pareil pour ton expérience du postpartum, c'est différent. Peut-être t'as pas le temps d'y penser parce que t'as un autre enfant à gérer. Oui, peut-être que je savais que comment ça allait aussi arriver, qu'il y avait ce baby blues que j'ai moins senti. Pour le deuxième. Pour la deuxième. Mais je savais que ça risquait d'arriver, donc c'est moins angoissant quand on a une explication sur ce qui arrive. On angoisse beaucoup moins. En fait, tu n'avais pas une explication, tu avais une expérience. Parce qu'on ne t'avait jamais nommé, dit... Oui, c'est vrai. C'est plus une expérience qu'une explication. Oui, exact. Donc, tu étais moins dans l'angoisse, enfin, dans l'inconnu, en fait, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et ça te stressait pas de te dire que tu vas gérer 2 enfants ? Non. Mais moi, j'aurais voulu en avoir beaucoup plus. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais aimé avoir une grande famille. Non, je me suis débrouillée aussi pour travailler à temps partiel. Là, j'avais une volonté très forte d'aboutir dans mon désir de vous élever à ma manière. J'ai toujours eu cette volonté-là. Personne n'aurait pu me l'enlever. Mais donc, ça veut dire qu'à cette époque... pas sacrifier ta carrière, mais bon, la mettre un peu en pause, ça te posait aucun souci et t'étais pas dans une culpabilité qu'on peut ressentir. Non, parce que, encore une fois, dans la société où je travaillais, qui était toujours la même, on avait beaucoup de possibilités de fonctionner. Et moi, je partais un petit peu plus tôt le soir, mais c'était pas un problème. Et je me suis jamais sentie... Je me suis quand même toujours débrouillée pour voyager, puisque je voyageais au sein de cette société. J'ai pu aller, par exemple, aux États-Unis, alors que Evan n'avait que 6 ans et toi 8 ans. Avant ça, déjà, j'avais pu partir parce que vous pouviez aller en colonie de vacances. Non, j'ai pas eu le sentiment d'être empêchée de quoi que ce soit. C'est-à-dire, non, quand je dis ça, c'est parce que là, on est dans le schéma classique d'avant. C'est papa, il s'est pas mis à temps partiel ou à 80%. C'est toi, évidemment, qui l'as fait. On n'y pensait même pas. Voilà, non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ta carrière, elle a évolué d'une manière différente de la sienne, juste parce que toi, tu as pris la responsabilité de prendre du temps pour nous. Tout à fait. Mais ça, à votre époque, c'était pas quelque chose que vous revendiquiez pour que ce soit à une égalité avec le père. Non, ça nous venait pas à l'idée. Non. J'ai pas souvenir. Donc forcément vous le viviez pas mal puisque c'était presque naturel. Normal. Ouais. Oui, c'était la norme de la société de l'époque. C'est ça, exactement. Et parce que même il y a la question financière, ça veut dire que toi tu gagnes moins d'argent parce que tu es à 50 ou 80%, parce que tout ça c'est pas un problème à l'époque pour vous. Pour nous, dans la manière dont on fonctionnait, ça n'en était pas un puisqu'on avait un compte commun, donc il y a eu aucun souci de ce côté-là. Et comment vous prenez la décision ? C'est une discussion normale de dire bah oui, je vais me mettre. C'est toi qui dis que tu veux ou c'est vous voyez que l'organisation c'est un peu compliqué donc il faut. Comment est-ce que ça ? Moi j'avais dans l'idée que tu prendrais du temps. Oui, que je voulais. Ouais, c'est ça. Que je prendrais du temps.
Et ça, tu sais d'où ça te vient, cette idée? Je crois que c'est toujours dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça me paraissait aussi évident qu'il fallait rester à l'écoute, qu'il fallait continuer à donner du temps. C'était beaucoup plus important pour moi de vous élever à ma manière correctement que d'avoir un boulot bien rémunéré, avec un plan de carrière et tout ça, ça m'intéressait beaucoup moins. Et je pense que aujourd'hui, la société fait on se questionne les mamans, Mais les femmes, parce mieux. On demande à pouvoir avoir la même carrière que les hommes, mais comment on trouve l'équilibre, sachant qu'on veut aussi être avec nos enfants dans les premières années, c'est difficile. C'est très compliqué, mais c'est bien que ça évolue comme ça, parce qu'à un moment donné, ça va basculer. Par rapport à ce que tu as vu de ma grossesse, de l'après, le postpartum, qu'est-ce qui a évolué entre ton époque et la mienne? Déjà, la première chose que j'ai trouvée absolument géniale, c'est le fait qu'une sage-femme passe à la maison. Ça, je crois pendant 12 jours. Je crois que nous, on a dû avoir... Peut-être que j'ai eu une fois quelqu'un qui est venu voir si ça se passait bien à la maison très rapidement après la sortie de la maternité. Mais là, je trouve que c'est bien organisé, en tout cas en France. Nous, on trouve que c'est pas assez. Mais... C'est certainement pas assez. Bien sûr, c'est certainement pas assez. Mais en tout cas, c'est mieux que ce que j'ai vécu moi. Parce que, j'ai une question toute bête, mais l'allaitement, c'est très dur. Si on est seul et que il n'y avait pas eu de soucis, t'as pas eu besoin de quelqu'un pour t'aider? Et j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme qui m'a expliqué, quand j'étais encore à la maternité, tout ce qui concernait l'allaitement. Et je crois que c'était assez rare. Et elle m'a donc expliqué le colostrum, comment, lorsque j'avais des montées de lait trop fortes, il fallait que je passe sous la douche pour doucher les seins avec de l'eau chaude, de sorte que le lait sorte et qu'il n'y ait pas d'engorgement. Et après, du coup, j'ai beaucoup écouté ce qu'elle m'avait dit, et je n'ai pas eu de souci d'allaitement. Donc, non, mais donc ça aide aussi le fait que... C'est extrême, mais c'est primordial. C'est primordial qu'on prenne le temps d'expliquer à la maman qu'elle décide d'allaiter tout de suite ou pas d'ailleurs, parce qu'elle peut toujours décider d'allaiter plus tard. Comment ça se passe et comment on doit gérer ça. Et donc, il y a quoi d'autre que tu as vu qui est différent entre aujourd'hui et il y a 30 ans? Je pense qu'aujourd'hui, les parents ont quand même plus conscience de ce qu'un enfant est une personne, ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, dans les milieux que je fréquente, je ne sais pas si c'est partout pareil. Je pense que non, parce que quand j'entends certains parents parler à leurs enfants, ça me glace à chaque fois. Mais il y a quand même une évolution, je pense. Une petite évolution. Positive, tu veux dire. Positive, c'est ça. La prise en compte d'un être humain tel quel. Oui, voilà, c'est ça. Et la deuxième partie de l'interview que je voulais faire avec toi, c'est le fait que tu es devenue grand-mère. Qu'est-ce que ça change dans ton rapport? Parce que c'est pas ton enfant, mais c'est quand même ta descendance. Comment est-ce que tu l'as vécu, l'arrivée de ta première petite fille? Au début, c'est pas réel. C'est bizarre, hein? Parce que comme c'est pas toi qui accouches, c'est pas toi qui vis... pendant quelque temps, c'est beau, c'est émouvant, c'est une situation nouvelle, mais qui est un peu irréelle. Jusqu'au jour où on te demande de rester avec ce tout petit bébé parce que le papa et la maman ne sont pas là pendant très peu de temps. Hein. Et là, ça devient très réel. Et là, tu te dis, oui, est-ce que je vais être capable? Est-ce que ça fait quand même 30 ans que je ne me suis pas occupée d'un bébé? Et là, il y a l'attachement. C'est là que ça arrive. C'est là que... Et là, on sent que ce petit être-là... ça va être le centre d'une nouvelle vie, quoi. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis petit à petit, la relation se construit et
Et puis, il y a des retours d'abord par les regards, après par les sourires, après par le gazouillage, le gazouillis. Et puis maintenant, là, elle a 20 mois. Et maintenant, c'est carrément le langage. C'est carrément des échanges incroyables. Et ça t'a fait un effet miroir de ta propre maternité avec nous ou c'est complètement différent? Comment est-ce que... Ah non, je le vois pas du tout comme un effet miroir. Non, c'est vraiment totalement différent. Il y a une responsabilité que je sens qui est totalement différente. Quand tout à l'heure je disais je faisais confiance à mes enfants, c'était vrai. Et là, ça m'est plus difficile de lui faire confiance. De lui faire confiance parce que c'est pas ma fille. Et donc, je reconnais que c'est aux parents de donner cette confiance-là. Et donc, en même temps, je suis très enveloppante et très bienveillante, bien sûr, avec elle, mais j'essaye de limiter mon rôle. Il n'est pas aussi, évidemment, important qu'avec ses propres enfants. Et alors, souvent, il y a une dimension du temps qui passe, on va dire, quand tu deviens grand-parent. C'est-à-dire que tu sens les années qui passent. L'âge. Bien sûr. Ça aussi, est-ce que tu l'as vécu positivement, du coup, ou ça a un aspect un peu négatif de dire, mince, maintenant, je suis grand-mère? Ah non, le fait d'être grand-mère, c'est un vrai bonheur qui n'a rien à voir avec l'âge. Moi, je ne le vis pas comme ça. Je le vis comme une nouvelle relation avec un petit être en devenir qui va se construire et que je vais regarder se construire avec plein de bonheur. Je te dis ça parce que c'est vrai que j'ai des copines qui m'ont souvent dit que leur mère, parfois, leur disait « Fais pas les enfants trop vite, je suis trop jeune pour être grand-mère. » Ça les angoissait d'avoir cette étiquette, on va dire, ou je sais pas si je peux dire passer de l'autre côté de la barrière, mais voilà, c'est la vie qui continue. Ah oui, moi, c'est pas en rapport. Ça l'est forcément, hein, mais puisque c'est parce que je suis plus âgée que je suis grand-mère. Mais ce qui prime, c'est pas ça. C'est vraiment le fait... Puis j'ai la chance de pouvoir être avec Ella une fois par semaine, toute une journée. Donc c'est vraiment une chance inouïe parce que je la vois avancer et se construire. Et c'est un bonheur vraiment ineffable. Parce que... nous, on a eu des relations assez à distance avec tes parents ou nos grands-parents quand même. Ça a été plus proche, plus on a vieilli. Donc, t'as pas de modèle de grands-parents très présent. Enfin, toi, t'as pas été élevé avec tes grands-mères non plus. Non. Donc, c'est un rôle nouveau dont tu peux pas puiser à droite à gauche des choses de ton expérience. Non, mais du coup, je suis contente de pouvoir construire ça. C'est quelque chose... D'abord, je m'y attendais pas. Je m'étais dit que comme moi, j'avais eu des enfants tard, peut-être que vous feriez pareil. Donc, je suis ravie que ça a été plus rapide que je ne craignais. Et en fait, je réalise que le seul moment où je me vois comme une grand-mère... c'est quand les gens disent à Ella, tu veux aller avec ta mamie ou tiens, donne ça à ta mamie. Et là, d'un seul coup, je réalise que c'est de moi qu'on parle. Mais sinon, non. C'est vraiment de l'ordre de la relation d'un petit être à un autre être plus grand. Bon, je vais dans les dernières questions. Qu'est-ce que tu regrettes au moment où t'es devenue mère? Est-ce que... t'aurais aimé savoir plus de choses? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé qui soient différentes pour que tu le vives mieux? Ah, c'est pas une question que je me suis posée, je crois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours, réfléchi à comment, pour chaque acte pratiquement, comment moi j'avais été élevée, comment moi j'avais vécu telle chose. Et du coup, ça m'a fait regretter de ne pas avoir été plus... J'ai pas le sentiment d'avoir été très câlinée ni chouchoutée par ma mère. Alors peut-être que c'est faux, peut-être que je l'ai été, mais que je ne m'en souviens pas, enfin je ne sais pas. Mais
C'est plutôt dans ce sens-là, dans le fait que ça m'a renvoyé à chaque fois à mon expérience à moi. Donc, dans la conscience, j'ai essayé de corriger ce que moi, je n'avais pas vécu heureusement. Dans l'inconscient, bon, je ne sais pas trop. Mais non, voilà, c'était simplement... ma relation avec mes parents était une référence quand même. D'accord. Et aussi le fait que tu aies 2 filles et que vous êtes 2 filles, pour toi, ça avait un sens? Alors moi, j'ai toujours pensé que je n'aurais pas de garçon. J'ai toujours pensé que je ne saurais pas élever des garçons. Donc, c'était logique. Que du bonheur. T'avais une chance sur 2. Mais voilà. Mais sans doute que j'aurais aimé aussi si j'avais eu des garçons sans problème. Mais je ne me sentais pas capable d'élever des garçons. Voilà. Bon, ma dernière question, c'est en rapport avec justement cette matrescence. On le définit comme un changement d'identité sur le fait de la naissance d'une mère, parce qu'on doit faire un peu le deuil d'une partie de soi avant, la liberté qu'on avait, la vie telle qu'on la connaissait avant d'avoir des enfants. Est-ce que toi, tu as eu la sensation que c'était un poids, ou est-ce que tu l'as mal vécu de dire je peux plus jamais faire ce que je veux, c'est fatigant, ou au contraire, t'es passé à une étape, t'étais plus âgée, enfin, t'avais 34 ans, c'est pas si vieux. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vécu beaucoup de ce que j'avais envie de vivre jusqu'à ce que j'ai des enfants. Je les ai eus assez tard, donc à 34 et 36. Pour l'époque, c'était un peu tard, c'est vrai. Et donc, d'abord, j'ai continué à travailler, j'ai continué à avoir des activités, il y a une période où j'ai fait du théâtre, donc je me suis pas sentie entravée. Alors peut-être que je me suis entravée sans m'en apercevoir, c'est possible que je me sois... Mais encore une fois, on avait en plus la chance de vivre à un endroit où on était avec beaucoup d'amis, beaucoup d'enfants, si bien que les enfants se sont aussi un petit peu élevés les uns les autres ensemble. Non, j'ai vraiment pas du tout eu ce sentiment-là. Oui, parce que là où on vivait, c'était une communauté, c'était un quartier, on était vraiment... Voilà, donc c'est vrai que tu n'avais pas cet isolement-là que certaines mères ont à partir du moment où on a vécu là-bas. Oui, c'est ça. Toi, tu avais 1 an et demi, Eva est née là-bas. Donc c'était une chance, ça a été une chance de vivre dans ce quartier où on se connaissait tous et où on allait chez les uns, chez les autres sans se poser de questions. Ça a bien aidé. D'accord. Est-ce que j'ai une dernière question ? Non, je crois que c'est bon. Je pense que tu regrettes pas d'être maman. Je ne regrette pas d'être maman de Clémentine et d'Eva, surtout. Non, mais tu sais, c'est un sujet dont on a parlé à la mort d'Anémone, qui disait qu'elle aime ses enfants, mais elle regrette d'être mère. Moi, je l'entends qu'on puisse regretter d'avoir perdu la vie qu'on avait avant, oui, bien sûr, tout en aimant ses sûr, enfants. Enfin, bien sûr. Chacun vit son expérience. Oui, tout à fait. Mais non, c'est pas le cas pour toi. Non. Moi, j'ai la chance d'avoir eu Clémentine et Eva. Ça, c'est ma conclusion. Merci, maman. Merci, maman. Et bonne fête des mères. Merci. Merci maman de m'avoir fait confiance. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, nombreuses à m'écouter. Partagez autant que vous voulez. Ça fait du bien à tout le monde d'entendre ces podcasts et de parler surtout du postpartum et du 4e trimestre. À vendredi prochain pour un nouvel épisode.